règle générale, quand on pense à la guerre, les premières images qui viennent à l'esprit de la plupart d'entre nous sont celles des chars, des missiles et des soldats équipés d'énormes fusils mitrailleurs au milieu d'un champ de bataille en ruine et poussiéreux. Mais ça, à part quelques exceptions comme l'Ukraine, c'était avant, du moins en partie, car la vérité c'est que la guerre ça évolue constamment, tous les jours en fait. Ce type de guerre auquel on pense, quand on les évoque, on va les nommer ici les guerres conventionnelles. Et cette manière de se battre semble plus que jamais être désuète, du moins en ce qui concerne les superpuissances militaires. Mais pour laisser place à quoi ? Tu vois, les pays historiquement les plus actifs dans le domaine militaire, comme les États-Unis ou la Russie, sont de moins en moins impliqués dans l'envoi de contingents à l'étranger pour défendre leurs intérêts. Encore une fois, mis à part l'Ukraine. Mais pourquoi ? Étant donné qu'avant c'était presque une habitude. Eh bien, parce que ce type d'opération implique non seulement un coût financier énorme en termes d'armes, de transport et de logistique de toutes sortes, mais aussi des pertes élevées en termes de vie humaine. Un facteur de plus en plus difficile à accepter, car oui, aujourd'hui les gens ne veulent tout simplement plus servir de chair à canon. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ou les guerres de Corée, du Vietnam et tant d'autres, la vie des soldats était perçue, comme moins précieuse que l'objectif final. Cependant, au fil du temps, la sensibilité politique et sociale au coût humain de la guerre a changé. Et en fait, on peut probablement dire que le conflit en Irak et la lutte contre le terrorisme ont été de véritables tournants dans les politiques de guerre. Dans cette vidéo, on va aborder ce que pourrait être l'avenir proche de la guerre moderne, les opérations spéciales. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? Que veulent dire les termes d'opération spéciale ? En d'autres termes, il s'agit d'opérations militaires cliniques, c'est-à-dire au plus proche du terrain, dont l'objectif par exemple est de renforcer ou d'affaiblir un mouvement insurgé ou de semer le chaos politique et social dans un pays ennemi en attaquant des personnalités ou des infrastructures clés, ou encore d'intervenir dans des guérillas et des conflits non conventionnels. Tout cela bien entendu en fonction des intérêts de la puissance commanditaire. Par exemple, s'il est dans l'intérêt des États-Unis de renforcer un groupe hostile au régime iranien des ayatollahs, la meilleure façon d'y parvenir pourrait être d'envoyer une unité de force spéciale pour soutenir, équiper, conseiller et former ce fameux groupe d'insurgés. Un peu comme ce que l'Iran fait avec ses proxys comme les Houthis, le Hamas et le Hezbollah. Mais attention, dans ce type d'opération, le rôle de l'armée régulière se limite à un rôle d'appui. Par exemple, si l'unité des forces spéciales rencontre des problèmes dans sa mission, qu'elle doit être assistée ou évacuée et qu'aucune autre équipe ne peut l'aider, alors seule l'armée régulière sera en mesure d'intervenir. Mais cela étant dit, quels pays sont de la partie dans cette nouvelle pratique de guerre que sont les opérations spéciales ? Il y a sûrement plusieurs candidats sur la liste, mais dans cette vidéo, on va examiner les capacités des 3 principaux acteurs de ce nouveau type de guerre froide dans laquelle on semble déjà s'être engouffré. Je parle des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Les opérations spéciales et la guerre non conventionnelle sont-elles l'avenir des conflits armés et même de la confrontation géopolitique ? Allez, on va répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu veux taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, on démarre en jetant un coup d'œil au chapitre Histoire. L'élite des élites. Laisse-moi te poser une question. Lorsque tu penses à une force d'élite, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit ? Attends, ne réponds pas tout de suite, ça va spoil, car je suis sûr à 100% que c'est quelque chose en rapport avec ce qu'on va voir après. Parce que oui, les forces spéciales sont par essence ce petit groupe de soldats super équipés avec des armements avancés, des équipements de vision nocturne, des caméras thermiques et tout plein de gadgets comme on a pu voir dans le film Du sang et des larmes ou Des mineurs par exemple. Alors comment tout cela fonctionne-t-il réellement sur le terrain ? Bien, pour mieux les connaître, on n'a qu'à se pencher sur les meilleurs dans leur domaine, les commandos des forces spéciales US. Les forces spéciales des États-Unis, modernes telles que nous les connaissons aujourd'hui, datent en réalité de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, mais elles n'ont réellement servi que plus tard, alors que la guerre froide faisait encore rage dans les années 80-90. En fait, c'est la CIA qui employait surtout ces unités d'élite. Ces commandos ont effectué des missions de toutes sortes, depuis la formation et le soutien des seigneurs de guerre en Afghanistan, jusqu'à la lutte contre le cartel de Pablo Escobar ou contre les FARC en Colombie. Cependant, en 2001, après le tournant du 11 septembre, un changement
changement de stratégie s'est opéré dans la doctrine militaire US et les forces spéciales ont commencé à prendre de plus en plus d'importance au sein de l'armée. C'est précisément le US Special Operations Command, USOCOM, basé à Tampa en Floride, qui est à l'origine chargé de superviser et de coordonner les différents corps d'opérations spéciales de l'armée de terre, de l'Air Force, de la Marine et du Marine Corps. Aujourd'hui, on estime que les forces spéciales des États-Unis comptent plus ou moins 70 000 effectifs, dont environ 13 000 sont actuellement déployés à l'étranger, principalement au Moyen-Orient, mais aussi dans des endroits aussi disparates que la Lettonie et la Corée du Sud, où elles entraînent les forces spéciales sud-coréennes. On suspecte qu'il doit y en avoir quelques-uns en Ukraine, mais on n'a pas la confirmation officielle de leur présence. Et attention, car s'il existe aujourd'hui environ 70 000 soldats US de ce calibre, en 2001, t'en avais même pas 3 000. Cette augmentation vertigineuse, c'est grâce à l'administration Bush qui a multiplié et renforcé les forces spéciales après le 11 septembre. Depuis, elles sont devenues un élément clé de la guerre contre le terrorisme. Cette politique a ensuite été poursuivie par les 3 administrations suivantes, tant l'administration Obama que Trump ou Biden. C'est comme ça que des unités comme les Navy Seals ou les Delta Force sont devenues un élément fondamental de la politique étrangère états-unienne. Maintenant, que font-ils exactement? Ces unités sont principalement employées dans des missions antiterroristes et anti-insurrectionnelles. Par exemple, les forces spéciales états-uniennes ont accompli la grande majorité de leur travail contre l'organisation État islamique et contre Al-Qaïda en Irak et en Afghanistan. Ils ont également formé les forces irakiennes et afghanes pour qu'elles soient capables d'opérer de manière efficace et autonome. Leurs opérations ne sont généralement pas mises en avant dans les médias et dans de nombreux cas, elles ne sont même pas connues du public. Car oui, le but ici est d'être discret. Mais sans les forces spéciales, les groupes terroristes seraient certainement beaucoup plus puissants aujourd'hui. Mais concentrons-nous sur un cas plus concret. Tu te souviens forcément de l'élimination d'Oussama Bin Laden au Pakistan, n'est-ce pas? Ces images ont fait le tour du monde. Un commando de Navy Seals composé d'une vingtaine d'unités, appuyé par des agents de la CIA, s'est posé en hélicoptère à proximité de la maison où, grâce au travail des renseignements, Bin Laden avait été repéré. L'opération a été rapide et il le fallait, un assaut furtif pour neutraliser le chef emblématique d'Al-Qaïda. Cette intervention a été parfaitement exécutée. En fait, on peut même dire que s'il fallait écrire un manuel du mode opératoire d'un commando de force spéciale, cette opération en serait l'exemple type. Mais cette opération est loin d'avoir été la seule, ni la plus évoquée d'ailleurs. Début 2020, les États-Unis ont mené une autre opération d'élimination à Bagdad. Oui, on dirait que ça fait 1000 ans, mais pas du tout en fait. On parle bien là de l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, qui en réalité s'est déroulé de manière tout à fait différente de celui de Bin Laden. Je te rafraîchis la mémoire ou pas? En gros, au lieu de l'éliminer en envoyant un commando pour l'affronter directement, lui et ses gardes, l'armée US a utilisé un drone à cette occasion. Au calme, pendant que toi tu fais tes petits plans de montagne en 4K avec ton Mavic R2, il y en a d'autres qui headshot des mecs en Irak. Mais l'opération ne consistait pas en une simple attaque de drone, c'est un peu plus complexe que ça. Dans ce cas précis, un véhicule des forces spéciales US suivait de très près le convoi de Soleimani avant l'attaque du drone. Et celle-ci s'est déroulée sans encombre grâce à la coordination entre l'équipe suiveuse et l'armée de l'air qui contrôlait le drone. Pas mal, hein? Mais attends de voir la suite, car à côté de ce type d'attaque chirurgicale visant à éliminer des personnalités clés au sein d'organisations terroristes, il existe d'autres types d'opérations dans lesquelles les forces spéciales sont généralement tout aussi efficaces. Nous parlons d'opérations beaucoup plus risquées dans lesquelles la Russie, la Russie, celle de Poutine, a fait preuve d'une maîtrise impeccable, ce qui est par ailleurs assez inquiétant. T'as pas une petite idée? Ok, on regarde ça. Les invasions silencieuses. En fait, la Russie a développé des forces spéciales dont la spécialité principale est ce qu'on appelle l'invasion silencieuse. Ces redoutables Spetsnaz, environ 3000 effectifs, interviennent occasionnellement en Europe de l'Est pour défendre la zone d'influence de l'ours russe. On parle d'un type d'invasion qui se déroule sans que personne ne s'en aperçoive au début, avec presque aucune destruction et sans presque tuer personne. Oui, presque, il y a toujours 2-3 dégâts collatéraux. Un exemple pour venir pimenter tout ça, celui de la Crimée. L'invasion russe de la péninsule de Crimée en 2014 a constitué d'un point de vue militaire un jalon historique. Bah ouais, capturer un territoire presque aussi grand que 3 fois la Corse, comptant
un peu plus de 2 millions d'habitants et tout ça sans tirer un seul coup de feu, mais c'est du génie stratégique. Bref, c'est très soudainement, sans que personne ne puisse le prévoir ni l'empêcher, que de mystérieux soldats sans écusson et sans bannière sont apparus en Crimée. Mais ils étaient un peu trop bien équipés pour être de simples forces irrégulières ou des milices rebelles. Ils semblaient également disposer d'une formation militaire d'élite. On les appelle les petits hommes verts. Ces hommes apparus du jour au lendemain qui ont pris le contrôle des infrastructures clés de la région de Crimée, des médias et de tous les sièges des administrations publiques, mais toujours ou presque sans recours à la force. Un scénario bien différent de celui qu'on a vu au Donbass quelques temps plus tard et finalement de l'invasion russe en 2022. Bien entendu, tout cela, il faut le dire, a été réalisé avec le soutien du renseignement militaire et logistique de l'armée régulière russe, qui dispose à présent d'une base navale à Sébastopol, la capitale de la Crimée. Une base stratégique puisque c'est le principal point d'amarrage de la flotte russe en mer Noire, ou en tout cas de ce qu'il en reste, maintenant que les Ukrainiens l'ont bien coulé. Tu vois, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la tendance qui se profile ces dernières années, c'est que ces corps spéciaux n'agissent pas de manière isolée, comme cela a pu se produire dans les années 70, 80, 90, mais main dans la main avec les forces armées conventionnelles. C'est pourquoi, aujourd'hui, même si cette nouvelle forme de guerre ciblée semble de plus en plus privilégiée par les superpuissances, il leur est encore nécessaire d'étendre leurs bases militaires et leur alliance stratégique à travers le monde. On n'a qu'à prendre l'exemple de l'énorme expansion militaire et territoriale que la Chine poursuit dans les pays d'Asie du Sud-Est, ainsi que du fameux différend concernant les îlots artificiels en mer de Chine méridionale. Tout cela peut s'expliquer au moins en partie par ce que nous venons de voir. Si tu contrôles militairement un territoire, tu réussiras peut-être à contrôler les États voisins. Et même si les forces spéciales chinoises en sont encore à leur balbutiement, la vérité est qu'elles ont investi beaucoup d'argent et d'efforts depuis les années 90 pour amener leurs forces d'élite au niveau de celles des États-Unis et des Russes. Mais alors, quel pourrait être l'avenir de l'armée populaire de libération ? Un avenir à 3 voies ? Entre une armée normale et une armée préparée, clairement ce sont les forces spéciales qui incarnent le mieux cette différence. Car oui, tu peux avoir beaucoup de chars, des chasseurs bombardiers impressionnants et plein de frégates, mais ça ne suffit plus en soi. Les règles du jeu ont changé. Quelle puissance est capable d'utiliser toutes ces forces à la fois ? Et puis, devrait-on vraiment déclarer une guerre totale si nous pouvons agir autrement, plus discrètement, plus rapidement et avec un coût économique et humain infiniment moindre ? C'est précisément pour toutes ces raisons que le pays qui fait actuellement le plus d'efforts pour accroître sa capacité d'action avec les groupes d'opérations spéciales n'est autre que le titan chinois. La Chine n'a pas formé une, mais plusieurs opérations spéciales. En fait, chaque groupe de défense qui compose l'armée possède sa propre unité d'élite. Et dans ce cas, contrairement aux États-Unis et à la Russie, il n'existe pour le moment pas de commandement unique. Un exemple concret peut venir illustrer ces propos. La marine chinoise dispose de l'unité Jiaolong, signifiant dragon des mers, créée en 2002 et qui, entre autres missions, a récupéré un cargo détourné par des pirates somaliens dans le golfe d'Aden. Un autre exemple des forces spéciales chinoises est l'unité Leishen, qui fait partie de l'armée de l'air. Une anecdote intéressante à propos de ce commando de parachutistes, c'est qu'il a reçu une formation à l'académie militaire de la garde nationale bolivarienne du Venezuela, une formation destinée à améliorer sa capacité à combattre dans la jungle. Et nous pourrions continuer inlassablement en énumérant au moins 15 unités de forces spéciales différentes au sein de l'armée populaire de libération chinoise, chacune de ces forces étant spécialisée dans un domaine différent. À l'heure actuelle, on ne sait pas combien de soldats composent ces unités, mais on estime leur nombre entre 7 et 14 000. Oui, c'est bien moins que les 70 000 unités surentraînées et suréquipées qui composent actuellement les forces spéciales US. Mais c'est aussi bien plus que les tout juste 3 000 soldats qui appartenaient aux forces spéciales états-uniennes au début du siècle. En d'autres termes, la différence est bien moindre qu'on pourrait le penser à première vue. En bref, si la Chine parvient à développer pleinement cette nouvelle capacité, nous pourrions être confrontés à un nouveau paradigme, un scénario dans lequel les trois grandes superpuissances pourraient s'affronter au travers d'opérations plus complexes. Des opérations qui pourraient influencer l'avenir de nombreux pays, leur politique intérieure, qui pourraient renverser et établir des gouvernements, nourrir des groupes rebelles et une myriade d'autres actions de toutes sortes. Mais un instant, si ce type d'intervention se généralise, jusqu'où peuvent-elles aller ? Les gouvernements russes et chinois auraient-ils des
scrupules à s'immiscer dans les pays alliés des États-Unis pour alimenter des conflits de toutes sortes? Cela pourrait-il finir par déclencher des affrontements armés entre les grandes puissances elles-mêmes, comme à l'époque? Et prends en note car certains experts affirment même que le fait d'avoir des dizaines et des dizaines de milliers de soldats d'élite prêts à agir en permanence dans ce type d'opération secrète pourrait devenir un risque pour la sécurité internationale, une bombe à retardement pour d'éventuels conflits futurs à plus grande échelle. Mais ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Sans aucun doute, et comme c'est toujours le cas, les nouvelles stratégies apportent généralement leur lot d'avantages et de risques qu'on ne peut pas ignorer. Mais maintenant, c'est à ton tour. Penses-tu que l'utilisation à tout va des forces spéciales pour des missions à l'étranger constitue une opportunité ou un risque pour la stabilité mondiale? Et comme on te l'a demandé au début de la vidéo, t'imagines-tu l'avenir de la confrontation armée par le prisme des forces spéciales ou plutôt à travers de celui de la guerre conventionnelle? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires et si t'as aimé cette vidéo, lâche un like, partage et abonne-toi pour ne manquer aucune actu. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à très vite.